Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à Olivier Ginon, le président de GL Evans. Merci à Sébastien Gillet de m'accueillir ce matin. Nos industries françaises sont dynamiques, innovantes, créatives. L'industrie est le premier employeur au monde. Et BPI France soutient l'innovation, comme vous le savez, les startups. Mais le premier domaine d'intervention de BPI France, c'est l'industrie. Nous sommes convaincus que le secteur industriel est nécessaire pour notre prospérité économique, mais aussi essentiel pour la cohésion sociale et territoriale, et donc entrepreneuriale. On l'a bien vu pendant la pandémie, nos industries sont restées réactives et créatives. Elles se sont réinventées, elles se sont révélées. Et c'est donc normal que BPI France soit le partenaire de ce premier salon international de l'industrie, Global Industry. Global Industry, d'ailleurs, ce n'est pas seulement un salon, c'est un événement fédérateur incontournable en France de tous les industriels français, mais aussi internationaux. Et BPI France doit être présent, évidemment, parce que BPI France est ce premier réseau social d'entrepreneurs en France, avec une banque autour. Et BPI France et la French Fab, que je porte, comme vous le voyez, sont un des partenaires majeurs de Global Industry. Global Industry fait partie intégrante de la French Fab, au service de l'industriel, de notre économie et de notre pays. Global Industry porte les valeurs de notre industrie en mouvement, qui se transforme, qui progresse. Global Industry porte aussi nos convictions profondes d'une industrie au cœur des enjeux de la société et des territoires. Plus de ressources, plus de femmes dans ses rangs, plus de jeunes dans ses rangs. Les Français peuvent compter sur leurs industries. C'est pourquoi cet été, BPI France lance la grande tournée française, le Big Tour, pour promouvoir notamment les richesses de notre industrie française et de toutes les industries, la tech, la touch, le climat, etc. Du 29 juillet au 19 septembre, lors du Big Tour, la French Fab sera aussi mise à l'honneur pour montrer que l'industrie sait servir l'avenir. Alors j'ai envie de vous dire, vive la French Fab, vive l'industrie. Merci à toutes. Bonne journée à toutes et à tous autour de Global Industry avec BPI France et tous ses partenaires. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première rencontre virtuelle de la journée, une table ronde dédiée au territoire de l'industrie. Lancée par le Premier ministre à l'occasion du Conseil national de l'industrie fin 2018, ce vaste programme s'est déployé à travers près de 150 territoires en leur apportant des moyens financiers, humains et techniques. L'actualité exceptionnelle que nous vivons depuis quelques mois met en lumière toute l'importance de ce plan national pour faire un état des lieux sur les actions en développement et surtout tracer des perspectives pour demain porteuses de sens et d'engagement. Nous avons réuni 6 invités, 3 acteurs institutionnels de premier plan et 3 personnalités du monde de l'entreprise. Avec eux, nous allons aborder des thématiques fortes dans ce format un peu particulier de la table ronde digitale. L'interaction entre les intervenants sera plus séquencée que sur un colloque en salle, mais dans une industrie qui se réinvente avec agilité, audace et détermination, on s'adapte. Avant de commencer, 2 rappels. Vous pouvez retrouver le nom et la fiche des participants sous la vidéo. C'est cliquable, donc vous pourrez éventuellement prendre rendez-vous avec chacun des participants. Et bien sûr, tout au long de la table ronde, vous pouvez interagir via le fil de discussion qui est sur la droite de votre écran. Alors voilà, nous voilà partis pour 1 heure d'échange avec en ouverture un panorama que nous dresse Guillaume Basset, directeur du programme Territoire d'Industrie. À vous, Guillaume. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Global Industry pour avoir organisé cette séquence. C'est un moment d'échange très important avec les industriels, les élus, l'ensemble des acteurs publics et c'est particulièrement important dans ce contexte de crise. Donc, comme ça a été rappelé, territoire d'industrie, donc ce sont 148 territoires d'industrie sur les territoires du fabriqué en France qui concentrent aujourd'hui l'essentiel de l'emploi industriel. Donc, on sait que
l'industrie en France se trouve à 70% dans des zones rurales et dans des villes moyennes. Et ça, ce sont les territoires d'industrie. Aujourd'hui, les territoires d'industrie sont particulièrement sous le choc, sont particulièrement impactés. Je pense que tout le monde a eu connaissance de l'étude de l'UIMM et de l'étude de Price. Aujourd'hui, ce sont environ 30% des emplois industriels qui sont menacés. Il y a des risques majeurs de destruction d'emplois industriels, de valeur ajoutée. Et donc, l'enjeu à travers ces territoires d'industrie, à travers ces écosystèmes industriels locaux, c'est d'organiser le rebond. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette table ronde s'inscrit. Peut-être revenir sur la précédente crise de 2008 et de 2009. Les territoires industriels qui ont été les plus résilients, qui ont su organiser le rebond, et je pense qu'Annabelle André-Laurent le sait très bien, notamment à travers la vallée de l'Arve, chez elle, sont des territoires où il y a une tradition de coopération entre industriels et entre élus, où il y a cette intelligence collective locale. Et je pense que c'est l'objet de cette table ronde aujourd'hui. On est en train de préparer sous l'autorité des ministres et en lien avec les régions, avec les industriels et les intercommunalités, un pacte rebond. Donc aujourd'hui, territoire d'industrie, c'est 1500 projets qui ont été construits par les industriels, par les élus régionaux, par les élus locaux, 1500 projets. La crise est en fait une opportunité pour booster ces projets. Et donc, on sera amené dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à présenter effectivement un plan rebond, un pack rebond, voilà, qui sera précisé prochainement. Très bien. Annabelle André-Laurent, Guillaume à l'instant parlait du territoire que vous connaissez. Vous êtes présidente de la commission économique de Région de France. Est-ce que vous parlez un petit peu de votre territoire et de votre quotidien en entrée peut-être? Alors, bonjour à tous. Je suis présidente effectivement de la commission économique des régions de France. Je suis aussi vice-présidente à l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a coutume de dire que c'est la première région industrielle avec 500 000 emplois dans l'industrie. On a 18 territoires d'industrie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme tous mes collègues, ces territoires d'industrie sur tout le pays ont été mis en place sous le pilotage des régions et pour dynamiser nos territoires, pour écouter nos industriels. Ce qui est très, très important, c'est que les élus, les industriels, les opérateurs d'État puissent communiquer, s'écouter. Et on a tissé sur territoire d'industrie, je crois, un vrai lien de confiance entre tous ces acteurs. C'est de la proximité, c'est de la réactivité, mais la confiance a été très, très importante. Lors de cette crise du Covid, ces territoires d'industrie ont aussi été le point, j'allais dire, très, très fort pour que tout le monde puisse continuer à travailler, se réunir. On ne se réunissait plus une fois par mois comme avant la crise sur les territoires d'industrie, mais là, tous les territoires se réunissaient 1 à 2 fois par semaine pour évaluer la situation de la crise et économique pour pouvoir apporter des réponses adaptées, pour échanger entre tous les opérateurs sur des problématiques des fois juste techniques. Comment déclarer du chômage partiel lorsque le code ne fonctionnait pas, comment mettre en relation avec la Banque de France, avec le médiateur du crédit, rencontrer d'autres partenaires. C'est ce lien de confiance-là qui a été tissé et extraordinaire et primordial. Primordial aussi pour la relance. On travaille tous main dans la main sur cette relance, mais lorsqu'on connaît les opérateurs, lorsqu'il y a une proximité au niveau de l'État, au niveau des régions et au niveau des territoires, ça change tout. Cette connaissance de l'institution, des institutionnels et du monde de l'entreprise est indispensable. C'est ça, territoire d'industrie. Nous, notre rôle en tant qu'élus, VP des régions ou autres, c'est de garder cette dynamique-là. On est, j'allais dire, un peu le chef d'orchestre et on doit simplifier, fluidifier les relations entre tout le monde. On voit dans cette crise que la réactivité est extrêmement importante. Notre rôle, c'est d'apporter des solutions concrètes. On n'a pas avoir vu cette slide en particulier. Je me souviens de celle d'avant. Il y a beaucoup de fiches, Guillaume vous le disait, il y a beaucoup de fiches actions qui vont devoir aussi être revues parce que les priorités d'avant Covid ne sont plus forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit travailler sur la réindustrialisation de notre pays. On a vu ces problèmes de souveraineté. On doit travailler encore plus qu'avant sur la formation pour garder les emplois sur notre territoire, sur l'attractivité de notre territoire. Et on a vu émerger, même si c'était déjà dans nos priorités
l'impact environnemental, accompagner nos industries vers cette transition verte, mais aussi sur le digital. Le télétravail qui a été mis en place dans tous nos territoires, dans des territoires un peu plus éloignés, a été une vraie solution pour permettre à certains entrepreneurs de continuer à travailler, certaines entreprises de continuer à travailler. Il faut qu'on travaille sur le digital, que tous nos territoires soient égaux demain dans ces échanges numériques, ces nouveaux outils comme aujourd'hui, qui nous permettent d'échanger et de continuer à avoir une activité économique quotidienne. Donc voilà, territoire d'industrie, l'importance. Les régions sont là, vont accompagner nos industriels avec des plans de relance extrêmement importants, main dans la main avec l'État, que ce soit sur les investissements publics, qui sont la commande publique est très, très importante aussi pour relancer. Ça redonne confiance aussi sur la formation, sur le digital, je vous le disais. Et il faut qu'on travaille aussi sur la fiscalité de l'entreprise. On veut réindustrialiser. Il faut que les coûts de production chez nous, sur nos territoires, soient inférieurs aux autres régions européennes. Donc, il faudra travailler sur cette fiscalité-là tout en garantissant les ressources de nos grandes régions, puisqu'on a la compétence économique directe pour accompagner nos entreprises. Très bien. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur le volet fiscalité. Ça sera peut-être une des clés. Nicolas Portier, on va vous écouter maintenant. Vous êtes délégué général de la DCF. Donc, vous, au niveau de l'intercommunalité, vous avez une action très terrain, en fait, et vous avez un rôle assez essentiel d'articulation, on va dire, entre l'institution peut-être gouvernementale et les entreprises. Parlez-nous un peu de vos actions sur le terrain. Bonjour à toutes et tous. Les intercommunalités ont depuis quelques années, depuis la fameuse loi NOTRe, en effet, en lien avec les régions qui ont une compétence de chef d'orchestre, comme l'a dit Annabelle, sur l'économie, notamment tout ce qui est accompagnement financier des entreprises. Les intercommunalités ont une responsabilité d'accueil dans les territoires, notamment sur tout ce qui est foncier économique, aménagement économique, des entreprises qu'on appelle le parcours résidentiel. Elles sont sur le terrain, au cœur des bassins de vie et d'emploi, pour accompagner les entrepreneurs dans leurs besoins du quotidien, que ce soit le déplacement des salariés dans les bassins d'emploi, dans les agglomérations, que ce soit le logement, que ce soit les services de réseau. Nous sommes très accaparés par les enjeux aujourd'hui de déploiement du numérique. Donc, en effet, l'intercommunalité est un acteur économique de proximité en lien avec les régions. Nous avions en 2018, en effet, appelé un nouveau pacte productif entre les territoires et les industriels. Et nous sommes engagés très fortement aux côtés de l'État, de la délégation au territoire d'industrie qui est née à cette époque, des régions, dans ce programme territoire d'industrie auquel nous croyons à travers ces grands axes à la fois d'innovation, d'attractivité, de recrutement, de simplification. Alors, ce programme implique directement 500 intercommunalités de France sur les 1200 qui existent, de toute taille, des métropoles comme autour de l'étang de Berre jusqu'à des communautés de communes très rurales. Comme l'a dit Guillaume, en effet, l'industrie, notamment le cœur manufacturier de l'industrie, est souvent pour d'évidentes raisons aussi de disponibilité foncière, située dans des zones peu denses. Souvent, on associe un peu trop vite ruralité uniquement agriculture. L'essentiel de l'emploi manufacturé est situé dans des zones de faible densité, petites villes, voire territoires extrêmement ruraux. Donc, en effet, il faut apporter un certain nombre de services et croire surtout. C'est ça l'enjeu, c'est croire à l'avenir industriel, peut-être en modernisant aussi nos clés de lecture de ce qu'est l'industrie aujourd'hui, parce que souvent on raisonne à travers une vision un peu désespérante, à travers le poids de l'industrie dans l'emploi, 12-13% du PIB, mais nous essayons un peu d'élargir le regard en regardant tout ce que l'industrie entraîne en termes de services qualifiés, de recherche-développement, dans la logistique, dans de très très nombreux services associés, et donc il faut plutôt raisonner écosystème industriel. L'économiste Pierre Veltz parle d'hyper-industrie. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a de très, très beaux atouts en France. Des fortes capacités, des savoir-faire, une capacité d'innovation, adossée d'ailleurs à des grands acteurs. Donc, en effet, il y a un avenir industriel en France, il faut y croire, et c'est finalement un mal pour un bien que de voir que l'actuelle crise remet en exergue les enjeux de souveraineté, Annabelle l'a dit, de souveraineté industrielle, de relocalisation stratégique. Nous n'allons pas tout produire en France, aucun pays ne peut tout produire, mais nous pouvons reproduire beaucoup de choses et surtout produire les produits de demain, participer des transformations en cours. Nous croyons beaucoup à la combinaison entre renouveau productif et transition écologique. Nous aurons besoin, et déjà sur le terrain, beaucoup de choses se passent, où l'industrie nous sert
comme acteur, comme innovateur au service de nos transitions écologiques. Donc ce n'est pas une contrainte pour l'industrie, c'est des opportunités. Alors comme l'a dit, pour pas être trop long, mais comme l'a dit Guillaume, le sujet évidemment, nous avons fait des analyses assez fines avec la délégation au territoire d'industrie, des fiches actions dont a parlé Guillaume, dans les sujets de transition écologique, de friche industrielle, et là nous étions sur les questions d'attractivité des métiers de l'industrie, des difficultés de recrutement. Nous sommes rentrés dans la crise où le grand sujet dans tous les territoires d'industrie, c'était la difficulté à trouver des compétences et à recruter. Alors évidemment, la crise rebat les cartes, mais il ne faut pas croire que la montée du chômage va tout d'un coup totalement résorber le problème de compétences. Ça va être le paradoxe. Mais quand vous êtes dans un bassin d'emploi, il y aura beaucoup de licenciements dans, je sais pas, dans les franchises commerciales de certaines marques bien connues. Ça ne fait pas du tout les salariés qualifiés dont on a besoin dans l'industrie. Donc ces sujets vont demeurer et nous sommes bien sûr extrêmement attentifs dans le moment que nous traversons aux impacts territoriaux et sectoriels de la crise sur nos industries. Le malheur qu'a la France, c'est qu'on a dans nos points forts industriels sont très impactés. La grande filière automobile, la grande chaîne de valeur de l'aéronautique, les industries de la mobilité. Donc nous avons en effet des enjeux de repositionnement de notre appareil industriel dans les prochains mois. Alors les mesures d'urgence sont quand même assez protectrices à court terme sur les entreprises, mais il faut profiter un peu de ce paratonnerre du chômage partiel, des prêts garantis, etc., pour réfléchir aux industries de demain, aider nos industriels à réorganiser leur production. Et ça, c'est un enjeu capital dans les mois à venir pour arriver à rebondir, à relancer, ne pas subir passivement la crise. Guillaume l'a évoqué, nous avions regardé de très près les impacts territoriaux de la crise de 2008-2009 et nous avions vu comment l'industrie avait souffert, dans les bassins de sous-traitance notamment, et nous n'avions pas suffisamment, en effet, à l'époque, réagi, rebondi. Et là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à être beaucoup plus résilient, beaucoup plus réactif et agile dans la reprise. Très bien, alors on va voir, merci Nicolas, c'est très riche, vous avez abordé en plus plusieurs thèmes sur lesquels on reviendra, hein, notamment peut-être le numérique et puis cette répartition rural-urbain. On va venir maintenant dans le monde de l'entreprise, on va écouter trois situations tout à fait intéressantes. Hélène Marchand, vous êtes directrice générale France de Veressence. Alors, Veressence, je vais le présenter, un leader mondial du flaconnage de verre pour la parfumerie, la cosmétique, dans le flaconnage de luxe. Et donc, vous êtes au cœur d'un écosystème du verre, en fait, dans le nord de la France. Parlez-nous un peu de votre entreprise et puis aussi de votre implémentation sur le territoire. Oui, donc Veressence, leader mondial du flaconnage, avec un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros. Donc, on est une ETI. Et 60% de notre activité est en France et localisée dans ce qu'on appelle la Glace Valley, la vallée du verre, le long de la rivière de la Brelle. Et on forme véritablement, nous et nos fournisseurs, nos partenaires, un écosystème qui regroupe 60% de la production de flaconnage de verre pour la beauté, 60% de la production mondiale. Donc, on est vraiment un pôle de savoir-faire, un territoire de forte expertise et qui est reconnu mondialement pour sa capacité à innover et à créer des flacons de grande qualité pour nos clients. La particularité également de ce territoire, c'est que nous servons des géants de la parfumerie cosmétique qui sont des géants mondiaux qui sont aussi en grande partie français et qui conditionnent tout en France et qui vendent partout dans le monde. Donc, c'est une filière qui est extrêmement intéressante pour la France et qui est très reconnue au niveau mondial. Donc ça, c'est le côté, je dirais, très positif. Grand savoir-faire, très unique, très spécifique en France. La difficulté de ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes touchés de plein fouet par la crise. La parfumerie, le monde de la beauté fait partie des objets de luxe qui sont effectivement moins consommés quand la situation va moins bien. Et donc, toute la filière est touchée, nos clients, et puis nous également. Et alors, j'ai écouté les différents intervenants, donc plein de choses intéressantes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir, mais toutes les fiches projets ou les actions qui ont été répertoriées dans cette démarche de territoire d'industrie, bien sûr, nous intéressent, même s'il y a des choses qui vont devenir plus ou moins prioritaires
pour pouvoir sortir de la crise. Je voudrais rajouter un point qui a été déjà évoqué, mais je pense qu'il est fondamental, c'est nous, on souhaiterait un peu plus de patriotisme économique. On a des clients qui vendent du Made in France et dans certains cas, ils n'achètent pas leur flacon de verre en France alors que le savoir-faire est là. Et donc, je pense que cette crise doit aussi être l'occasion pour nous tous de nous réinterroger sur nos filières d'approvisionnement et de chercher véritablement à privilégier des fournisseurs français quand le savoir-faire est là, bien sûr, d'un savoir-faire compétitif. Je pense que c'est extrêmement important. Sur le territoire français, on a tous les mêmes règles du jeu, le même temps de travail, la même fiscalité. Il faut s'assurer qu'on privilégie le Made in France tout le long de la filière. Très bien. Merci beaucoup, Hélène. C'est vrai que c'est une thématique qu'on va évoquer peut-être à plusieurs reprises et avec différents angles d'approche, parce qu'effectivement, c'est assez central, finalement, dans la relance qu'il faudra construire. Charles Odendaal, vous êtes dirigeant des établissements L'Écuyer. Vous aussi également, groupe international, très, très impliqué dans le territoire. Parlez-nous un petit peu de votre expérience aujourd'hui, de la situation et puis aussi de votre relation au territoire. Écoutez, je vous remercie pour ce format puisqu'on est toujours pris par le temps et la visio permet effectivement d'être disponible facilement. Et voilà, c'est une petite aparté que je voulais dire pour démarrer. Effectivement, donc nous sommes un groupe mondial et implanté en Normandie depuis 1725 pour l'Écuyer et Fantex qui est une filiale du groupe 1865. Et nous sommes dans le textile, la maroquinerie et la confection technique. Alors, c'est des métiers qui sont un peu, qui ont été un petit peu laissés de côté ou qui ont subi les vagues d'importation chinoise de plein fouet depuis de nombreuses années. Et on a su se diversifier, on a su attaquer des marchés plus techniques et effectivement être sur des niches avec des productions, notamment pour la maroquinerie de luxe, et qui nous permettent de tenir le coup. Alors, la crise actuelle, effectivement, on l'a prise et on la prend de plein fouet comme tout le monde. Il y avait, moi, qui dirige le groupe, j'avais plusieurs alternatives. Soit c'était effectivement de faire le gros dos et puis de ne pas réagir, disons faire le gros dos et puis essayer de tenir le coup comme ça et puis faire le mieux possible, ou disons d'attaquer. Il se trouve que dans le groupe, on a une particularité aussi qui nous a aidés, c'est que nous sommes le plus gros fabricant d'élastiques de masques chirurgicaux français. Et donc, c'est du textile, c'est une industrie textile qu'on a su préserver, sauvegarder. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'un de nos gros confrères, le plus gros fabricant d'élastiques de France, a déposé le bilan et tout le matériel a été vendu aux enchères l'année dernière. Et donc, c'est des capacités qui ont été perdues définitivement et des savoir-faire qui ont été perdus. Donc, c'était une entreprise lyonnaise importante. Et on a récupéré un certain nombre de matériels qui nous ont aidés notamment à augmenter nos capacités de production pendant la crise du Covid pour livrer tous les fabricants de masques. On a une autre activité dans le groupe qui est donc la confection. Et donc, on a décidé pendant le Covid, je ne vais pas parler que de ça, mais on a décidé pendant le Covid de se retrousser les manches. Et puis, donc, on a investi dans du matériel pour fabriquer des masques. qui nous a permis, disons, jusqu'à maintenant, donc on a fabriqué des masques en tissu, et on a fabriqué des masques donc alternatifs et des masques chirurgicaux. Et donc, ça nous a permis de tenir et d'amortir, disons, cette chute d'activité. Et on n'a fait quasiment pas de chômage partiel. Mais alors, ça a été extrêmement dur, extrêmement difficile. Et bon, voilà, enfin, je passe les détails, mais il a fallu s'adapter dans des circonstances compliquées et très rapidement. Donc, je passe sur cet épisode, on pourra peut-être en parler plus en détail tout à l'heure. Moi, je veux juste dire une chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est pris par le temps. Le temps est un facteur vraiment contraignant pour tout le monde, pour tout chef d'entreprise, pour toute entreprise.
Et je pense qu'il faut réfléchir à tout ce qui peut nous permettre d'aller plus vite, d'être plus agile et simplifier un maximum de choses, voilà, un maximum de contraintes. Bon, voilà, moi j'ai un certain nombre de choses à dire sur la fiscalité, enfin, sur différents thèmes, mais on pourra peut-être les aborder, voilà, j'imagine, On va y revenir, Charles. C'est vrai que dans ce que j'entends là, de ce que vous dites, bien sûr, on pourra parler de la simplification nécessaire de plein de process pour épargner un peu le temps des dirigeants. On va écouter maintenant Patrick Mathieu. Patrick, bonjour. Vous êtes donc chez Terega, un réseau d'énergie dont vous allez nous parler. Et également, bien sûr, vous êtes à ce titre, vu que vous utilisez le territoire, vous êtes très impliqué dedans. Et donc, parlez-nous un peu à la fois de votre activité et de ce lien au territoire qui est le sujet de base aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux de participer à cette table ronde. Alors, Terega, c'est un gestionnaire d'infrastructures de transport et de stockage de gaz dans le grand sud-ouest de la France. C'est une société assez ancienne. Elle est née en 1945 et puis s'est développée avec la découverte du gaz de lac, et son exploitation en 1957. Alors, elle a beaucoup évolué depuis et en fait, nous opérons ce réseau de transport dans les territoires ruraux qui acheminent le gaz jusqu'aux portes des agglomérations et jusqu'aux industries, jusqu'à des gros industriels. Et si ensuite, il y a également le réseau de GRDF, des distributeurs, qui est alimenté par le réseau de transport de Terega dans le Grand Sud-Ouest, qui alimente également des industries. Voilà. La particularité du gaz, c'est que, on ne le sait pas trop, c'est que le gaz peut être stocké en grande quantité. Nous disposons en France de grandes quantités de stockage de gaz dans des réservoirs géologiques, en sous-sol. Voilà, et Terega dispose de 25% des capacités de stockage qui sont situées dans le Grand Sud-Ouest. Donc tout ça fait un ensemble d'infrastructures, transport et stockage extrêmement important. Mais ce qui est à noter, c'est que nous sommes des énergéticiens, nous migrons évidemment fortement vers la transition énergétique. Voilà. Le gaz se mute vers du gaz renouvelable aujourd'hui et nous sommes, nous, accélérateurs de la transition énergétique et à travers notamment le développement du biométhane, ce gaz renouvelable à partir notamment d'input agricole et l'hydrogène. Concernant territoire d'industrie, donc nous sommes très heureux et fiers d'être référents industriels dans le cadre de territoire d'industrie Lac, Pau, Tarbes, donc pour la partie Béarn. Alors, notre siège social est à Pau. Bon, donc nous sommes énergéticiens, puis à Pau, bon, il y a quand même cette histoire énergétique extrêmement importante. Et ce que je voulais dire quand même, c'est que dans le territoire d'industrie, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a tout simplement territoire et industrie. Voilà. Territoire, c'est important parce que donc, notre réseau passe dans les territoires et la transition énergétique, les futures productions énergétiques renouvelables se feront dans les territoires. Ça, c'est très important. Que ce soit la production d'hydrogène renouvelable, le biométhane, mais évidemment l'éolien, le photovoltaïque pour la partie électricité, ça se fera dans les territoires en accord, en relation, en coopération avec les territoires, avec tous les acteurs. Ça, c'est très important. Ensuite, l'industrie. L'industrie, ça a été dit tout à l'heure par M. Basset, l'industrie, elle a une implantation également rurale. Et donc, il faut, dans l'avenir, ce qui a été dit également, permettre à l'industrie d'avoir un avenir durable sur la partie économique, sur la partie environnementale. Et donc, aujourd'hui, nous alimentons des industries, nous, avec du gaz, par exemple, d'origine fossile. Demain, la mutation de ces industries pour qu'elles soient compétitives sur les deux plans économiques et environnemental devra se faire dans des meilleures conditions. Donc, la liaison entre la transition énergétique rurale et la résilience de l'industrie pour son avenir, à partir de ces nouvelles énergies extrêmement importantes. Et nous c'est ce rôle-là qu'on joue. Nous, on met en connexion ça. Voilà. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et notre rôle en tant que référent industriel et partenaire industriel, eh bien, effectivement, c'est
en binôme complet avec les institutionnels dans le territoire d'industrie, c'est d'arriver à ça et trouver les meilleures solutions pour progresser sur toutes les actions qui sont prévues dans le territoire d'industrie Lac-Potain. Guillaume, justement, je reviens vers vous. Je vais reprendre ce que vous dites là, Patrick, à l'instant. Au vu de la vague un petit peu environnementale, écologique qu'on ressent dans la population aujourd'hui, est-ce que ce moment de crise peut être un moyen de redistribuer un peu sur le territoire l'ensemble de l'industrie avec une vision un peu différente, pas forcément des gros clusters énormes, des grosses industries, mais peut-être quelque chose plus un peu éparpillé un petit peu et mélangerait à la fois le rural et l'urbain, parce qu'on a vu qu'il y a quand même 70% de l'industrie qui est en territoire rural, c'est énorme. On a un peu cette organisation en France, industrie, agriculture dans le rural, et puis l'organisation des services en ville. Est-ce que ce moment de réorchestration, à la fois du travail et à la fois de l'industrie, peut être un bon moment pour réenvisager cette distribution? Alors, effectivement, l'industrie est en pleine mutation. On parle souvent du phénomène de compactage de l'industrie, c'est-à-dire avec des usines qui sont plus petites, des productions sur mesure. C'est pour ça qu'on commence à parler par exemple, de la ville fabricante. Cela étant, l'industrie pour ces territoires très ruraux, ces villes moyennes, c'est un atout, c'est une opportunité de développement. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre tous ces industriels qui sont engagés dans les territoires. Et par rapport au sujet de la transition écologique, du côté territoire d'industrie, on va travailler sur plusieurs thématiques très concrètes. Le premier sujet qu'on a entendu, qui a été posé par les industriels, c'est tout d'abord leur simplifier la vie et faire en sorte, en particulier dans cette période de crise, tous les projets d'investissement puissent se réaliser. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les sites clés en main. Les sites clés en main sont des sites où on s'engage, État et collectivités, à délivrer l'ensemble des autorisations administratives, environnementales, archéologie préventive, urbanisme, en moins de 10 mois. Il y en a 12 aujourd'hui qui ont été présentés par le Premier ministre fin janvier. On en présentera dans les prochaines semaines une 50aine supplémentaires. Donc ça, c'est très concret. C'est faire en sorte que dans cette période de crise, les investissements industriels, il y a un risque majeur de chute de l'investissement industriel à environ 10, 20, 30%. Donc, il faut absolument qu'on avance sur ce sujet. Donc, une 50aine de nouveaux sites clés en main seront mis en place. Le deuxième sujet qui a été évoqué notamment par Nicolas ou par Hélène, c'est le sujet des compétences. Et moi, je suis persuadé qu'il ne faut surtout pas qu'on désinvestisse sur les compétences et en particulier par rapport aux défis de la transition écologique. Donc, tous les projets sur le capital humain qui sont nés dans le cadre de territoires d'industrie sont prioritaires pour le gouvernement, pour les régions et pour les intercommunalités. Et donc, tous les projets d'écoles de production, de centres de formation, de CFA sont des projets qui, à l'occasion du plan de relance, doivent être particulièrement soutenus. Et donc, on a lancé une première opération et qui va annoncer d'autres engagements. On a annoncé donc une opération 1000 volontaires territoriaux en entreprise. Donc, les volontaires territoriaux en entreprise sont des jeunes diplômés de grandes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs qui ont envie de s'engager au service des PME et des ETI dans nos territoires, en particulier sur le sujet de la transition écologique et de la transformation digitale, et qui sont prêts à aller dans nos territoires. Et donc, par rapport à ça, et ça fait suite à des expérimentations qui ont été menées d'abord par les régions, je pense à la région Hauts-de-France, à la région Pays de la Loire, ou encore à la région Auvergne-Rhône-Alpes d'Annabelle, qui avait mis en place un dispositif similaire, à soutenir financièrement le volontariat territorial en entreprise, avec une aide de 4 000 € par entreprise qui recrute un jeune diplômé en territoire d'industrie. Et par ailleurs, donc ça, c'est financé par l'État et la Banque des territoires, et c'est cumulable avec toutes les aides sur l'apprentissage ou les aides régionales. Et on va aussi verser aux jeunes une aide d'Action Logement de 1 200 € pour aider
prendre en charge les frais de déplacement, les frais d'hébergement que ces jeunes ont. On leur versera 1 200 € dès leur prise de fonction. Le troisième sujet, c'est la transition écologique, la transformation digitale. On a globalement du retard, notamment sur le volet transition digitale, transition numérique. Je pense notamment à la 5G. Il faut absolument que sur ces projets qui sont nés dans le cadre de territoires d'industrie, je pense au territoire d'industrie de Val-de-Lorraine, au territoire d'industrie de Dunkerque, mais aussi Grand Est Touraine, où on a des projets sur la 5G, etc. 5G industrielle, on a des retards, notamment par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Allemagne. Il faut qu'on puisse vraiment accélérer. Donc, en gros, pour moi, trois priorités: transition écologique, capital humain et transition digitale. Les trois sont liés. Sur le capital humain, peut-être un rebond. Hélène et Charles, on vous entend sur ces sujets. Peut-être Hélène, comment vous avez entretenu les savoir-faire, vous qui êtes dans une vallée. Et pareil, Charles, ça peut être intéressant de voir comment dans le temps, vous avez à la fois renouvelé les savoir-faire et vous les avez entretenus. Rapidement sur ce thème, comme ça, Hélène et Charles, vos témoignages. Oui, alors sur les métiers du verre, c'est des métiers qui sont très très spécifiques. Donc nous avons nous-mêmes notre école du verre, notre école de formation. Donc on forme nos opérateurs à conduire des lignes pour former du verre. Ça prend plus de 18 mois. Je dirais même ça prend toute une vie de devenir un grand verrier. Donc ça, bien sûr, nous, on fait en sorte de continuer à préserver nos savoir-faire et à le développer encore davantage. Donc, je dirais qu'on couvre assez bien tous les métiers du verre, qu'il y a quelques endroits où il y a des réflexions en cours au niveau du territoire, de notre territoire, pour essayer de créer des filières de formation, notamment autour de la moulerie, qui soient communes entre différents acteurs, pour aller un peu plus loin. En revanche, il y a un sujet, et je reprendrai ce que disait M. Portier, nous, on a de nouveaux besoins aujourd'hui. Notamment, on automatise encore davantage nos procédés. On doit digitaliser davantage encore notre industrie. On a de plus en plus de caméras pour faire des contrôles qualité. Et ça demande des compétences nouvelles que nous n'avons pas aujourd'hui en interne. Et donc, on doit faire venir chez nous, arriver à attirer sur nos territoires ruraux des ingénieurs qui ont ce type de compétences aujourd'hui que nous n'avons pas en interne. Donc, il y avait également des sujets qui avaient été identifiés au niveau du territoire d'industrie et je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin pour pouvoir accélérer et arriver, nous, à recruter dans ces filières. Il en va de la survie de notre entreprise, de la filière. Il faut qu'on arrive à automatiser davantage, digitaliser davantage et utiliser tous les nouveaux outils qui ont encore été accélérés dans cette crise Covid, parce qu'on a passé notre temps à utiliser Teams ou Zoom, on a passé notre temps à filmer pour pouvoir communiquer avec nos clients, filmer nos produits. Donc, il faut qu'on accélère ces sujets-là qui sont très, très importants. Ça fait partie de la transformation numérique dont parlait Guillaume à l'instant. Charles, pour vous, en termes de savoir-faire métier? Écoutez, nous, on est dans effectivement des métiers pour lesquels il n'y a plus de formation depuis bien longtemps. C'est des métiers d'ourdisseurs, d'enfileurs de métiers à tisser, de régleurs de métiers à tisser. Enfin, et on a aussi des métiers dans la confection, maroquinier. Il y a peu de formation et ça demande énormément de temps. C'est des savoir-faire qui sont complexes à acquérir et qui demandent beaucoup de temps. Et évidemment, dans le monde actuel, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de temps, quoi. Il n'y a pas de temps. Il faut aller très vite. Donc, nous, on se sent un petit peu… Alors, je ne veux pas être, comment dirais-je, versé dans la critique facile, mais on se sent un peu abandonné. On n'a pas beaucoup d'aide, en fait. Les seules aides qu'on a, c'est… ou alors, on est mal renseigné, c'est possible aussi. On en parlera tout à l'heure parce que… voilà, mais c'est les contrats, les contrats de professionnalisation que l'on peut avoir. Alors, le souci de ces contrats-là, c'est que c'est quand même contraignant en termes de renseignement administratif. C'est long à renseigner. Même, je crois qu'on a un peu abandonné parce que le suivi était extrêmement énergivore et puis ça prenait beaucoup de temps.
Donc, résultat, on forme en interne. C'est un coût extrêmement important pour nous, qui pèse sur l'entreprise. Et quelque part, on pallie à des défauts, des défauts du système de l'éducation, peut-être sur des métiers qui pourraient, des formations qui pourraient exister dans les territoires. Alors, pour la maroquinerie et pour la confection, on travaille avec un lycée et on est en train d'accélérer. Donc, c'est des choses qui évoluent dans le bon sens, donc il faut le dire aussi, où on forme pendant un certain temps un CAP au CAP de maroquinerie, et après on a chez nous ces que l'on a sélectionnés, et on réfléchit aussi à faire un centre de formation chez nous. Alors, on hésite parce que ça nous paraît complexe en termes de réglementation. Voilà, donc c'est peut-être un sujet aussi à aborder. Mais voilà, clairement, je vais vous donner une anecdote. On est dans un bassin d'emploi de Flers qui est compliqué parce qu'il est un peu excentré et puis enclavé. Et on a beaucoup de mal comment dirais-je, à attirer les talents. Et par exemple, voilà, on recrute des ingénieurs depuis très longtemps dans le textile. C'est compliqué, on a beaucoup de mal à en avoir. Et on a réussi à en embaucher un parce que, coup de peau, il adorait la pêche. Et il se trouve qu'à Flers, c'est extraordinaire. Il y a des spots de pêche qui sont superbes. Voilà. Mais je pense que si on n'avait pas eu ça, il ne serait pas venu. Donc, c'est une petite anecdote, mais ça montre à quel point on a des difficultés pour le recrutement et d'attirer les talents dans nos territoires. L'articulation entre l'attractivité du territoire, la pêche et l'attractivité de l'industrie. Peut-être, Annabelle et Nicolas, vous pouvez rebondir sur cette thématique. Comment aujourd'hui, justement, mieux communiquer sur le territoire, mieux les mettre en valeur, finalement, pour, dans la foulée, redonner de l'attractivité aux industriels de la région. C'est un tout. Hein. Déjà, pour revenir sur les quelques infos, mais dans toutes les régions, on a 98% de nos entreprises qui sont des TPE et des PME réparties sur tout le territoire. On a aussi des artisans qui ont du talent répartis sur tous nos territoires. Donc, il est important de les garder. C'est la vie, c'est l'équité territoriale, c'est la vie de nos villes, de nos villages. Et j'allais dire, on est tous dans le même bateau. Lorsqu'une entreprise est sur un territoire un peu plus rural, ça fait vivre le commerce de proximité, ça fait vivre le restaurant, ça fait, voilà. On a une dynamique globale, ça fait vivre les agriculteurs parce qu'il y a des produits qui sont consommés et ça, c'est essentiel à la vie de notre pays. Après, il faut que nous, élus, on travaille aussi encore plus aujourd'hui qu'hier sur cette attractivité du territoire, sur l'aménagement du territoire. Il faut qu'on travaille avec le gouvernement sur cette relance des contrats plans État-région. On doit travailler sur la mobilité, c'est le numérique, mais c'est aussi l'accès à ces territoires un peu plus éloignés, sur la route, sur le ferroviaire. Il faut qu'on puisse venir facilement dans nos territoires et bouger. Un chef d'entreprise doit aller voir des fournisseurs, il doit aller voir des clients, il ne peut pas rester, j'allais dire, enclavé sur un territoire. Donc, il faut, nous, élus, qu'on ait cette responsabilité d'aménager nos territoires pour offrir ces services minimum obligatoire à la vie économique de notre pays et de nos entreprises. Il faut qu'on travaille aussi, et on l'a dit, sur des formations de proximité qui sont adaptées aux besoins des entreprises établies sur un coin géographique. On a sur toutes les régions, si je prends ma région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la vallée de l'Arve avec le décolletage, on a l'Ain avec tout ce qui est plasturgie, on a la vallée de l'Échimie sur la vallée du Rhône, on a des tissus sur le territoire aussi lyonnais, on a tout ce qui est mobilité sur Clermont avec Michelin, on a des couteaux sur Thiers ou dans d'autres territoires. Donc, il faut qu'on fasse des formations adaptées aux besoins des entreprises localement. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. Ça ne sert à rien qu'on forme des personnes sur des entreprises qui sont à l'autre bout de la France, puisqu'il faut que nous, on puisse avoir une solution de proximité et de réactivité et que ça soit en cohérence. Donc, ça, territoire d'industrie nous permet aussi de valider toutes les propositions et de répondre aux besoins vraiment très pratiques. Après, on a aussi beaucoup d'entreprises familiales sur le territoire. Si on veut accompagner nos entreprises, il faut qu'on puisse travailler aussi sur la transmission et la fiscalité de transmission. On a 60%, 65% d'entreprises familiales. C'est ce qui fait la chance de nos territoires parce que ces entrepreneurs-là,
investissent, innovent en permanence parce qu'ils ont cette volonté de transmettre aux générations futures leur patrimoine, j'allais dire, économique, souvent qui vient de générations avant eux. Donc, il faut qu'on puisse travailler sur la fiscalité de transmission. C'est ce qui fait la différence aussi entre la France et l'Allemagne, par exemple, où nos PME doivent pouvoir devenir des ETI, on doit les aider avec une fiscalité, j'allais dire, encourageante. Donc, l'équilibre de nos territoires, c'est voilà, tout plein de petites réponses, j'allais dire, qui doivent être imbriquées les unes dans les autres, et s'il manque un maillon, ça ne peut pas fonctionner. C'est la fiscalité, c'est l'aménagement du territoire, et c'est communiquer sur notre attractivité tous ensemble, au niveau national, mais aussi international. C'est ça qui fait la différence de notre pays. On a des talents extraordinaires, on a une industrie qui innove en permanence, on a aussi une industrie, je vous disais, familiale et très innovante, donc un peu plus endettée, avec une pression fiscale un peu plus forte, qui a des problèmes de trésorerie, puisque là, on parle du rebond. Et il ne faut pas oublier qu'on a eu des PGE, on a eu des prêts rebonds des régions avec BPI. Il va falloir un jour ou un autre que nos entreprises remboursent cette trésorerie. Il faudra qu'elles aient la capacité de rembourser. À nous d'être aussi vigilants, puisqu'avant qu'elles réinvestissent, qu'elles innovent encore, il faut qu'elles puissent consolider, j'allais dire, leur business model. Et ça, c'est des problèmes de trésorerie. Il faudra qu'on soit extrêmement vigilant pour ne pas perdre des compétences, des entreprises qui ont une valeur sur notre territoire inestimable, qui sont indispensables aussi dans des problèmes à rembourser pour rembourser la trésorerie, les prêts qu'elles ont eus. Donc, attention à tout ça. Attention aussi ce que j'appelle le pillage industriel. Hein. Dès qu'une entreprise est endettée, dès qu'une entreprise a des problèmes de fonds propres, on peut voir venir des personnes étrangères qui ont envie de reprendre certaines compétences. Il faut qu'on soit vigilant pour garder ces entreprises sur notre territoire. Il en va de notre souveraineté économique nationale et il en va aussi de la vie de nos villes et de nos villages. Donc, c'est extrêmement important. Oui, on l'a vu avec l'exemple de Charles tout à l'heure concernant cette entreprise lyonnaise. Beaucoup de questions sur le fil, alors on ne pourra pas toutes les traiter malheureusement. Les clusters, les sites clés en main intéressent beaucoup. Donc je vous propose pour tous ceux que ça intéresse peut-être de prendre contact après via les fiches des participants. Peut-être une question sur le paradoxe en fait entre le développement de la 5G, la transition énergétique. Comment on va pouvoir gérer ça? Peut-être Nicolas, vous pouvez répondre à cette question. Celle-là, elle est assez piégeuse. J'aimerais peut-être, sans éviter repartir quand même de ce qui a été évoqué, les difficultés de nos industriels. D'abord, les saluer pour ce qu'ils font. Je suis toujours impressionné par cette force, parce que quand même, notre pays a tourné le dos à l'industrie. Alors, on n'est pas là pour régler les comptes, mais j'ai bien connu, moi, la Glace Valley. Quand on a lancé, j'étais dans des missions antérieures du côté de l'aménagement du territoire, quand on a essayé de pousser les politiques un peu de cluster ou de grappes d'entreprises. Beaucoup considéraient qu'avec l'ouverture, le fait que ces entreprises de la Glace Valley, enfin de la vallée du Ver, qui travaillent surtout en sous-traitance de Saint-Gobain, des Jonquière, etc., étaient un peu condamnés, qu'on allait aller se sourcer dans les grands groupes, là, dans les pays low cost, accord de l'OMC, etc. Ce qu'a fait la Glace Valley, ça a été de monter en gamme. Et on a des territoires ruraux avec des numéros 1 mondiaux dans du luxe. Alors, soit on joue uniquement low cost en essayant d'être compétitif avec des pays qui ont des coûts salariaux 40 fois moins chers, soit on monte sur de la qualité. Et c'est ce qu'a fait la Glace Valley, dans un contexte très rural. Et ça pose la question de comment rendre ces territoires attractifs. Et c'est là où on a besoin d'avoir une liaison industrielle élue et État sur tous les sujets. Parce que c'est l'enseignement professionnel, il faut totalement… D'ailleurs, la Glace Valley avait fait des petites émissions très bien faites, des petites images pour montrer ce que c'était que le travail industriel d'aujourd'hui, pas celui de Zola. Parce qu'il faut complètement revoir l'image du travail, montrer. En plus, il y a beaucoup de nos jeunes aujourd'hui qui n'ont pas du tout envie, ça commence par mes fils d'ailleurs, pas du tout être envie de H24 derrière un bureau. Donc, on a une réhabilitation du faire aujourd'hui. Si on montre qu'on fait des produits intéressants et des produits même qui sauvent la planète ou qui y contribuent, il va y avoir une attractivité. Donc, il y a tout un travail sur l'attractivité des métiers. Casser les préjugés. Et il faut le montrer par des petites vidéos. Les territoires d'industrie font des choses comme ça et c'est très bien. Revoir l'enseignement professionnel, mais il y a quand même des évolutions positives.
chez Annabelle, dans la vallée de l'Eyrieux, dans l'Ardèche. Ils y ont travaillé depuis 20 ans, c'est la vallée du bijou. Il y a toutes les familles n'ont pas du tout de scrupules à envoyer les jeunes dans les lycées professionnels. Il y a aussi une réhabilitation à faire de l'enseignement professionnel qu'on a mis trop souvent sur le côté. Donc, en effet, pour les jeunes, pour les familles, pour les métiers, les territoires d'industrie, il y a un travail de réhabilitation. Mais quand vous le faites, quand vous avez ce qu'on appelle les champions cachés, des belles boîtes, c'est la fierté des territoires. C'est pas d'avoir une grande surface qui fait la fierté d'un territoire. C'est d'avoir un numéro 1 mondial, de la précision. On a parlé de la vallée de l'Arve. Ça aussi, combien de fois j'ai entendu de dire la vallée de l'Arve, à chaque fois qu'elle a des problèmes, tout ça, c'est de l'histoire, ça va disparaître, c'est de l'histoire ancienne. Et à chaque fois, elle s'est montrée résiliente. J'y suis passé cet hiver. Toutes les entreprises ont été totalement modernisées, automatisées. Rien que l'ergonomie aussi des industries. C'est très important de montrer que c'est plus de la vieille usine polluante d'autrefois. Ce sont des bâtiments ultra modernes. Donc tout ça, il faut vraiment qu'on le fasse. Alors maintenant, il y a les technologies, les enjeux de transition écologique, parce qu'on n'enverra pas des jeunes dans des usines, même vis-à-vis de leurs amis qui sont réputés. On a des problèmes aussi de risque. On l'a vu cet hiver avec Lubrizol. En effet, il y a aussi à travailler sur l'acceptabilité sociale, la gestion du risque, la transition écologique et le numérique. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la 5G. Le dossier est très compliqué, avec beaucoup de dimensions, sur d'abord la consommation ou pas énergétique, la souveraineté numérique, puisqu'on n'a pas beaucoup d'opérateurs. Donc, je ne suis pas très spécialiste de la 5G, mais sur la transition écologique, en effet, on a des enjeux industriels absolument colossaux dans les premiers. Et nous savons des points forts. Nous avons des industriels, on n'en a pas encore beaucoup parlé, qui sont en ce moment, il ne faut pas toujours se voir en compétition avec l'Allemagne. L'Allemagne est en train d'acheter à Alstom en France des rames de train, des locomotives hydrogène. On a des stratégies qui doivent s'ancrer dans les territoires, mais au fil, il va y avoir une stratégie européenne et française sur les énergies de demain. Donc nous y croyons beaucoup, nous avons beaucoup de territoires mobilisés. La Commission européenne veut faire des grands corridors hydrogène. On a parlé du bassin de Lac qui est très en pointe sur ces sujets-là. On peut l'être par le stockage, par la production d'hydrogène, on peut l'être par la production de véhicules. Donc sur ces technologies de transition écologique, je pense qu'on a des points extrêmement forts dans les écomatériaux, dans les énergies en effet de demain, dans les nouveaux véhicules. On a une bonne nouvelle sur le redémarrage du vélo avec le déconfinement. Et là, on voyait bien, on était totalement dépendant quasiment de matériel ou de véhicules asiatiques, à part 2-3 entreprises qui sont à Saint-Lô, à Annecy, mais qui elles-mêmes, même en France, font des vélos en France, mais avec 70% d'intrants venant de l'autre bout du monde. Là, la bonne nouvelle, c'est que je vois que Seb, avec Simoncini, repositionne un outil de production à Côte d'Or pour faire des vélos. Mais c'est évidemment plutôt du moyen, voire haut de gamme. Sur des vélos de premier niveau, nous ne pouvons pas faire. Donc, il faut aussi avoir des stratégies un peu haut de gamme, mais je pense que ça peut être passionnant pour des jeunes à tous les étages de ces métiers, que ce soit dans l'innovation, la conception, que ce soit dans les services, que ce soit dans la fabrication elle-même, d'avoir un plaisir de produire un bel objet industriel, que ça soit un vélo, que ça soit une voiture électrique demain. Et je pense qu'on peut tout à fait changer le regard, et c'est ça notre implication sur non seulement les industries, les entreprises elles-mêmes, mais aussi sur les territoires qui les accueillent. Les territoires d'industrie, c'est quand même un hommage qui est rendu à tous les élus, tous les acteurs de terrain dans ces petits bassins inconnus, et notre boulot, c'est de les faire connaître, qui ont résisté à la pression des 20 dernières années. On disait que tout ça, c'était le monde d'hier. Ben non, je crois que c'est plutôt le monde de demain et le monde d'après, ces territoires-là. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Très, très engagé, puis beaucoup de thématiques. Je vois l'heure qui tourne. On est un peu sur la fin. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire un tour de table avec votre motto pour demain, les mots-clés que vous souhaitez vous appliquer et voir appliquer. On a parlé de thèmes forts. Le Made in France mériterait aussi de se développer. On a parlé de la formation du capital humain, le redéploiement aussi qui sera important. On refait un tour de table. On commence peut-être par vous, Patrick. Vous, pour cette transition et pour le monde d'après, comment vos mots-clés, en fait, pour vous, qu'est-ce que ça sera? Quels seront-ils? Compétences, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, dans le cadre de l'industrie et de la transition énergétique, il y a un vrai sujet de compétences et d'attractivité sur ces sujets-là. Bien placé pour en parler, l'énergie, ce n'est pas très attractif et on espère que ce sera plus avec la transition énergétique. Et puis, ces connexions, en fait,
Alors, connexion entre les acteurs économiques et les institutionnels, c'est ce qu'a apporté Territoire d'Industrie, mais également connexion entre les industriels eux-mêmes. Alors, pourquoi? Parce qu'avec la crise qu'on a vécue et qui va se transformer pour pas mal d'acteurs économiques en crise économique, hein. Nous, on pense par exemple à l'aéro, au secteur de l'aéro qui est présent, hein, sur le bassin d'emploi. La connexion entre industriels, il permet à certains industriels, certains sous-traitants, de se rendre compte d'autres marchés sur lesquels ils peuvent se positionner. Et entre nous, entre industriels, eh bien, par exemple, on peut indiquer à ces gens-là à ces entreprises, comment elles peuvent se positionner sur des marchés de l'énergie, par exemple, ou d'autres qui sont peut-être plus porteurs. Voilà, donc c'est la connexion, ce sont les compétences, et binôme, qui est le cœur du dispositif Territoire d'Industrie, nous apparaît extrêmement important. Puis je reviens effectivement sur territoire et industrie. Très bien. Alors peut-être... Merci Patrick, compétences et connexion. Alors peut-être je vois sur le fil, Guillaume, pour les territoires, donc pour les clusters, les sites prêts à l'emploi, on a Christophe Chauvet qui demande comment est structurée l'offre des territoires. On peut peut-être avoir un mot là-dessus pour préciser justement pour nos internautes. Alors on a lancé fin 2019 un appel aux territoires pour identifier donc du foncier, des sites clés en main. Ces sites, il y en a 12, ce que je disais, répartis sur l'ensemble du territoire national. Et l'objectif, c'est effectivement de passer là dans les prochaines semaines à une 60aine. Donc, ils sont répartis partout, effectivement avec une orientation parfois sectorielle ou pas. Et on souhaiterait travailler avec les régions, avec la Banque des territoires notamment, avec Business France, c'est faire monter en compétences, en qualité ces sites autour de la notion de site industriel 4.0. Et c'est ce qui fait la différence souvent par rapport à des zones d'activité d'Europe du Nord en termes effectivement de services aux salariés. On a des profils de salariés dans l'industrie qui ont évolué depuis des décennies en termes de stockage des données. On parlait de relations transformation digitale, transition écologique avec des projets de data center. Donc ça, on aimerait travailler peut-être sur une brique supplémentaire sur ces sites clés en main, après avoir travaillé sur le volet réglementaire avec des engagements fermes de délivrance d'autorisation. On aimerait que ces sites-là soient les vitrines de la relocalisation. Voilà, donc ils sont répartis partout. Concernant les 12 sites clés en main existants, sont publics. Ils sont présents sur la page Territoire d'Industrie, LinkedIn Territoire d'Industrie, et les prochains seront annoncés par les ministres. En lien donc évidemment avec les régions. Très bien. Annabelle, on avait une question aussi, merci Guillaume. Annabelle, on avait une question sur les formations en région, avec notamment une formation en rupture totale avec ce qui se fait actuellement, une mise au point avec l'IVEC. Donc peut-être pour terminer ce tour de table, Annabelle, les projets que vous allez développer, peut-être sur la formation, pour connecter un peu plus à la fois les entreprises et le monde de l'enseignement. Je suis moins légitime pour répondre sur la formation, puisque c'est ma collègue Stéphanie Pernot-Baudon qui porte ces dispositifs-là, mais on travaille vraiment main dans la main. Encore une fois, c'est une offre globale qu'on veut apporter à nos entreprises, avec des formations qui sont ancrées sur le territoire et qui répondent aux besoins de compétences localisées. C'est vraiment ça qu'on veut porter ensemble, avec des formations très concrètes. On travaille aussi sur l'apprentissage. On a beaucoup d'entreprises, ou en tout cas d'apprentis qui se retrouvent sans entreprise suite au Covid, ou en tout cas aux protections sanitaires qu'on doit mettre en place au sein des entreprises. Donc voilà, c'est vraiment des formations globales, réactives, courtes aussi, un peu plus courtes, qu'on doit mettre sur le territoire en place. Et juste, moi, pour le mot de la fin, je dirais qu'il faut tous qu'on n'oublie pas qu'on peut être très, très fiers de nos entreprises et de nos entrepreneurs.
qui ont été extrêmement réactifs, extrêmement dynamiques, extrêmement aussi innovants durant cette crise du Covid, crise sanitaire et économique. Et enfin, maintenant qu'on a les EPI, je crois qu'il faut que tout le monde se remette au travail. Ça va aider nos entreprises, ça va aider aussi nos territoires. Et ça, c'est extrêmement important, retourner au travail et redonnons confiance à nos entreprises, à nos entrepreneurs qui ont aussi besoin d'être soutenus. Très bien. Fierté, la fierté d'appartenance au monde de l'industrie. Hélène, je me tourne vers vous pour justement soutenir, prolonger cette belle réussite qui est la vôtre chez Veressence. Vos mots-clés, voilà, votre état d'esprit pour la rentrée, pour demain. Donc, je voudrais rajouter à fierté, passion, parce qu'effectivement, on fait des métiers qui sont formidables. Nous, on a la chance de fabriquer des objets durables, éternels, et qui sont très, très beaux. Donc, ça, c'est la passion qui nous anime, qui anime toutes les équipes. Et on est très fiers de ça. Moi, je pense que pendant la crise, on a été capables, tous, ensemble, les industriels, les pouvoirs publics, d'être très, très agiles. Nous, on ne s'est pas arrêté pendant le confinement, on a continué l'activité, bien sûr dans les conditions sanitaires qui devaient être mises en place. Donc, on a réussi à être très, très agile et j'aimerais qu'on puisse gagner en agilité d'une manière générale pour pouvoir être plus rapide sur les projets qui sont en cours de discussion dans nos territoires, agile, plus léger sur la fiscalité demain. Voilà, c'est une notion d'agilité, rapidité et capacité à s'adapter de plus en plus vite au monde qui change et aux aléas qui peuvent être très impactants pour nos entreprises. Donc, agilité. Agilité, passion et agilité. La passion est très importante. Charles, peut-être vos mots-clés pour la suite. Vous avez été suivi et très compris et les gens ont bien réagi à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le chef d'entreprise et sur aujourd'hui le temps, toutes les contraintes du chef d'entreprise. Oui, je vous remercie. Écoutez, moi, je voudrais dire comment je vois l'avenir, enfin, de manière assez concrète. On n'est pas rentré dans le détail, mais c'est par exemple imaginer des taxes foncières sur les bâtiments industriels qui soient supprimées. C'est des taxes sur les enseignes des bâtiments industriels qui soient supprimées. C'est par exemple faire une journée par an des visites d'écoles dans les industries. Ça, je pense que ce seraient des choses qui seraient très pertinentes. Le patriotisme stratégique des territoires, on a vu avec les masques, enfin l'affaire des masques, voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement important et je pense qu'on a tous été sensibilisés là-dessus. L'écosystème industriel, c'est trouver des moyens, des plateformes qui permettent d'échanger sur, par exemple, les équipements des territoires. Nous, on a, avec la crise, alors c'est vrai que je le dis très clairement, mais avec la crise Covid, on a eu beaucoup plus de contacts avec nos collègues industriels des territoires autour de nous et on a appris plein de choses. C'est-à-dire on n'imaginait pas à quel point il y avait autant de savoir-faire et de complémentarité autour de nous, mais parfois à quelques centaines de mètres. Donc, voilà, en fait, c'est tout ça que j'espère j'espère que ces sujets avanceront et que finalement, on ne retombe pas comme un soufflet et que finalement, tout ce qu'on a pu, tout ce qui est exacerbé pendant cette crise Covid retombe. En fait. Voilà. Très bien. On retrouve la connexion dont parlait Patrick tout à l'heure. Patrick, peut-être juste un mot là-dessus, non? Je vous ai vu… Non? Oui. Ouais. Juste un mot très rapidement. Après, je laisse la parole à Nicolas et puis on terminera cette table ronde. Oui, je pense que le vecteur de territoire d'industrie est important pour que les gens se parlent, que les entreprises se parlent et qu'on trouve effectivement ces complémentarités qui sont extrêmement importantes pour les lendemains qui s'annoncent. Tout à fait. Ce que vient d'évoquer Charles, des fois, on a des compétences juste à côté de soi et on ne le savait pas. Et le fait de se parler, de se connecter de mieux en mieux sera décisif demain. Nicolas, peut-être un mot pour terminer également. Vos mots-clés pour demain.
pour les C'est pour moi déjà le mot relance, il a été dit. Je dirais il faut trouver des fers de relance. Oui. Excusez-moi ce mauvais jeu de mots. Relance, ça passe par de la visibilité. Les investissements des autres, ça sera comment je dirais, l'activité, l'investissement de certains acteurs, ça sera le carnet de commandes d'autres acteurs. Donc, c'est repenser tous nos circuits économiques. Là, on a besoin des régions, du national, voire du niveau européen, pour essayer de faire se rencontrer les fournisseurs qui vont rechercher des débouchés et les acheteurs. On a bien vu les problèmes de nos chaînes de valeur, des ruptures d'approvisionnement, même là, qui limitent notre rebond. Parce qu'il y a déjà des secteurs industriels qui rebondissent. J'ai parlé du vélo tout à l'heure, mais même il y avait un rebond des achats de piscines. Et on tombe sur des problèmes de rupture d'approvisionnement sur certaines pièces, etc. Alors en même temps, on a des industriels, pour ne pas être morose, et ça n'a pas été assez dit au niveau national. Moi, j'ai été très impressionné fin mars et début avril parce que ce qui a été fait en repositionnement, on sait faire encore. Sur les masques, ça a été dit, mais sur les blouses, sur les surblouses, sur les gels hydroalcooliques, les makers, les imprimantes 3D, qui se sont mis à faire des pièces pour les respirateurs. Ça n'a pas été raconté, mais il faut raconter ça. Parce qu'on a déprimé le pays qui pense qu'on était dépendant surtout des approvisionnements de Shanghai ou d'ailleurs. Ce n'est pas complètement vrai. On a montré qu'on était capable de rebondir, de voir là où on pouvait réintervenir sur des matériaux critiques. Donc, il faut organiser la rencontre par des places de marché entre des acheteurs qui changent de comportement, nos grands acheteurs qui ont massivement délocalisé les achats, certains sont prêts à relocaliser leurs achats. Donc, qu'ils le disent, sur quoi, qui donnent de la visibilité aux industriels. Et là, les pouvoirs publics régionaux, nationaux, certains le font à un niveau plus local, mais c'est sans doute quand même au niveau moins régional et national qu'il faut organiser cette rencontre pour donner de la visibilité. Et nous, et je finis sur ce point, acteurs publics, et nous y travaillons avec nos adhérents, avec les pouvoirs publics nationaux, régionaux, on doit donner aussi de la visibilité par notre commande publique. Dans ce qu'on appelle le bloc communal, les communes, les intercommunalités, leurs organismes satellites, c'est plus de la moitié de la commande publique française sur les bâtiments de demain, sur les mobilités. Et là, on doit aussi donner de la visibilité aux acteurs économiques. Ça, c'est notre responsabilité. Je finis sur ce point. Très bien, merci. Excellente conclusion, Nicolas. Un grand merci à tous les 6 pour vos témoignages qui sont très riches et votre retour d'expérience. Merci à vous de nous avoir suivis, amis internautes. Bien sûr, cette 3e journée Global Industrie Connect ne fait que commencer. Elle s'annonce riche en découvertes et en échanges. Vous retrouvez tous nos temps forts sur le programme et on se retrouve dans quelques minutes pour les prochains webinaires de la chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et un grand merci pour tous ces échanges.